Mais vous savez, il ne faut pas parler théoriquement des films. Il faut les faire, il faut les montrer, c'est tout. À mesure que les femmes se familiarisent avec la technique et la possèdent naturellement, on change aussi le cinéma. Moi, j'aime bien dire aux acteurs que j'entends le bruit de leurs pensées, comme si c'était des cric-crac mécaniques. Oui, je crois que de toute façon, il est difficile à notre époque de ne pas être influencé par le cinéma. Bonjour et bienvenue dans Cinésphère, l'émission qui réunit les copains autour du cinéma. Aujourd'hui, on va essayer un petit peu un nouveau concept, c'est-à-dire qu'on va faire des interviews cinéphiles pour connaître un petit peu mieux nos chroniqueurs à travers le cinéma. Et nous allons commencer avec Benjamin. Bonjour Benjamin. Bonjour Mickaël, je suis très ému de te voir comme ça en direct, alors que d'habitude on enregistre à travers un écran, donc ça c'est très cool d'être dans la même pièce pour une fois. C'est vrai que ça rappelle un petit peu le tout premier épisode de podcast de Cinésphère où on avait enregistré tous ensemble, c'est vrai, à la différence de Guillaume. Oui. Et donc, avant tout, est-ce que tu peux te présenter un petit peu, nous dire qui tu es? Oui, alors je suis Benjamin Burch, nom de scène Ben Burch, parce que je suis comédien, humoriste, auteur, metteur en scène, acteur et comédien, on va dire, ça sera plus rapide. Donc, et je suis passionné par le cinéma, par mon métier aussi qui est donc lié à la scène, donc j'aime la scène, j'aime la comédie, j'aime l'humour aussi, j'aime les blagues, j'aime rire. Et j'aime le cinéma, voilà, depuis maintenant beaucoup d'années, voilà, je ne sais plus combien de temps exactement, mais on va en parler. Très bien. Et bien justement, nous allons commencer par une petite question pour parler de ton enfance. On va essayer de faire les choses de manière un peu chronologique. Est-ce que tu peux nous dire quel est le premier film que tu te souviens avoir vu? Alors, en lisant cette question en amont, j'ai réfléchi parce que c'est une question difficile, parce il y a plein de bribes d'extraits que j'ai dans ma tête où je sais que je les ai vus petits, mais je sais pas forcément le premier, lequel est venu avant et tout. Et du coup, j'ai fait un peu par logique, et j'ai essayé de calculer un peu qu'est-ce que je pourrais avoir vu en premier. Et c'est vrai que je suis un enfant des années 90, donc de la VHS. Et je pense qu'à cette époque-là, on était nombreux à découvrir notamment les Disney. Voilà, moi, j'avais beaucoup de Disney en cassette. Donc, j'avais aussi une famille, enfin ma mère notamment, qui prônait pas mal les Disney, donc c'est pour ça que j'en avais pas mal aussi. Et c'est surtout ma famille, voilà, pour les anniversaires, notamment les Noëls et tout, qui pouvaient nous offrir des Disney en cassette. Maintenant, je me suis dit lequel, si c'est un Disney que j'ai vu en premier, lequel me vient en tête instinctivement quand on pose cette question. Je pense que c'est Blanche-Neige. Blanche-Neige et les 7 nains. Ah ouais, le premier Disney, quoi. Ouais, le premier Disney, okay. Mais c'est vrai que les autres, je pense que c'est venu un peu après. Et c'est vrai que instinctivement, ouais, je pense au premier Disney que j'ai vu, j'ai Blanche-Neige qui me vient en tête. Donc je dirais que c'est ça. C'est que quand j'y pense, moi, en Disney, si je devais dire un des premiers Disney que j'ai vu, c'est vrai que je pense que ce serait plus Rox et Rookie. Je sais pas si c'est parce que c'est celui qui m'a le plus marqué quand j'étais petit, mais en tout cas c'est donc le premier dont je me souviens. En tout cas, c'est sûrement pas le premier que j'ai vu tout petit, en effet. Ouais, parce que j'ai plein de Disney qui me mettent en tête. Enfin, c'est les plus classiques de toute façon des années 90. Mais c'est vrai que voilà, j'ai la petite sirène, j'ai Aladdin, j'ai le Roi Lion évidemment. Rox et Rookie, je l'avais en cassette également. Mais ouais, je pense que c'est des trucs que j'ai vus dans un second temps. Donc ouais, je pense que... Je sais pas si c'est la bonne réponse, mais en tout cas, dans mes souvenirs, je dirais Blanche-Neige. Ok. Ensuite, quand tu étais enfant, est-ce que tu as regardé beaucoup de films? Je veux dire, est-ce que tu étais du genre déjà un peu cinéphage, j'ai envie de dire, enfant? Est-ce que tes parents te mettaient beaucoup devant des films, ou est-ce que tu étais plus télé, regarder des séries, etc.? Bah, un peu des deux, c'est-à-dire que, comme je dis, je suis un enfant des années 90, donc un enfant de la télé. Et alors oui, il y avait beaucoup de séries et d'émissions et tout, mais c'est vrai que
par ce biais-là, j'ai vu des films aussi sans forcément que... Enfin, là, je vais empiéter sur une autre question. Mais du coup, je regardais des films. Alors, beaucoup, c'est relatif, bien sûr, mais je pense que ouais, j'avais quand même... j'avais toujours les yeux qui traînaient devant la télé, donc pour peu qu'il y ait un film qui se passe à ce moment-là, je le voyais. Et alors, évidemment, le visionnage d'un film est différent quand on est adulte et quand on est petit et qu'on fait autre chose et qu'on a la bougeotte et tout. Mais ouais, je pense que malgré tout, je regardais pas mal de trucs, et notamment, c'est vrai qu'avec les VHS, j'en avais une petite collection aussi. C'était un peu le cadeau facile, comme je disais, dans les anniversaires ou les Noëls, tout ça. Donc voilà, même si, comme je dis, je jouais devant la télé, dans le salon, j'avais quelques jouets et je mettais un film en fond. Donc il y avait un film qui passait ou un dessin animé ou quoi. Donc je pense que ouais, déjà de base, j'avais déjà ce truc d'être devant des films, devant un écran, devant la télé, quoi. Déjà petit. Ouais. Et est-ce que tes parents, eux, avaient ce truc de te montrer des films ? Me montrer, je pense pas, je dirais pas me montrer dans le sens où... Il y a pas la notion de partage, en fait. Ouais, c'est ça. Enfin, je sais notamment que toi, tu fais ça avec tes enfants, où tu leur montres des trucs entre que j'aime, moi. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est vrai que... Ouais. Pourquoi je l'aime. Il y a beaucoup de films que j'ai découverts ou que j'ai vus avec mes parents, parce qu'il y avait aussi ce côté, voilà, là, la télé était dans le salon, et du coup, le salon devenait un peu le cocon familial, où on se posait sur le canapé et on regardait des trucs. Mais c'était plus, on va voir un film, plus que mes parents qui me disent je te montre un film. C'est pas la même approche. Donc oui, on avait des VHS, on avait la télé à cette époque-là qui passait quand même pas mal de films, mais il y avait quand même des trucs qui étaient un peu plus exclusifs que maintenant. C'est vrai que bon, j'ai l'impression, maintenant je regarde beaucoup moins la télé, donc je sais pas, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de rediff et tout. Mais c'est vrai que oui, notamment mon père qui passait ses soirées devant la télé aussi avant d'aller au lit, voilà, si j'étais dans le coin, je regardais des films avec lui. Il y avait l'époque aussi des vidéoclubs, donc ça c'était un peu plus tard, c'était plus dans mon adolescence. Mais je me rappelle, par exemple, quand j'étais petit, j'avais pas école le mercredi matin, donc je sais que le mardi, il y avait le TF1 qui passait le film du mardi soir. Donc là, c'était assez courant que je regarde des films avec la famille, ou du moins avec mon frère ou mon père. Donc voilà, il y avait ce truc de voir des films avec ma famille et voilà, petite famille, frères et parents. Mais c'est vrai que j'ai jamais trop ressenti ce truc qui fait que mes parents, je les qualifierais pas de cinéphiles. Ils connaissent les classiques, ils connaissent un peu plein de films et tout, mais c'est vrai qu'il n'y a pas ce truc de partage, comme tu dis, de je vais te montrer ça parce que je trouve que c'est bien. Même un peu plus vieux. Genre, est-ce qu'aujourd'hui, il y a des choses que tes parents ont dû te partager, ta maman ? Pas forcément, hein. C'est vrai que maintenant, pour le coup, il y a l'inverse qui se passe. C'est-à-dire que moi, je prends du plaisir à montrer des films à ma mère, mes tantes et tout. Mais c'est vrai que enfin, c'est un truc que j'ai pris l'habitude de faire là depuis quelques années, où je fais des petites soirées films chez moi, où je les invite elles. Donc voilà, souvent c'est moi qui leur montre des trucs, mais c'est vrai qu'elles aussi proposent des fois des choses. Enfin, je sais que pour le Noël de l'année dernière, il y avait ma tante qui voulait voir La vie est belle de Frank Capra. Donc on s'est fait La vie est belle de Frank Capra, alors que je ne l'avais pas vu, je connaissais, mais du coup c'était pareil, j'étais content de le voir parce que il a son côté culte aussi. Mais ouais, après c'est vrai que même je voyais des films aussi avec mon père au cinéma, mais c'était on va découvrir un film ensemble, c'était pas mon père qui me dit je te montre ce film, quoi. Okay. Voilà. Est-ce que tu te souviens du premier film que tu as vu au cinéma cette fois ? Alors pareil, me souvenir, pas forcément, mais du coup pareil, j'ai réfléchi, et je pense que le premier souvenir, parce que en fait j'ai des films, je me suis rendu compte que j'avais des films qui me venaient en tête et qui étaient surtout resserrés dans le fin des années 90, donc 98-99, donc je suis né en 91, donc voilà, j'avais pas tout à fait 10 ans. Et c'est vrai qu'il y avait cette période-là où j'ai enchaîné des films qui m'ont marqué.
Donc j'ai ces films-là que j'ai en tête et qui sont un peu dans mes premiers souvenirs de cinéma. Et du coup, j'ai regardé sur internet là, lequel était sorti en premier. Et j'ai vu qu'il y avait Le Monde Perdu, donc Jurassic Park 2, que j'avais vu. Tu l'as vu au cinéma? Ouais, j'avais vu au cinéma. Ouais, classe. Et oui. Ah, même pas 10 ans. Ah, même pas 10 ans. Ouais. Donc, j'étais au primaire. Ouais, C'était une autre époque. Hein. Ouais. C'est ça. Les dinosaures qui mangent des gens, ça passe dans les années 90. Justement, je sais que c'était un peu l'événement quand j'étais allé voir ce film, parce que c'était un dimanche soir. Donc justement, j'avais école le lendemain. Donc c'était un peu le gros joker de la semaine, quoi. Et je me rappelle que je m'étais gentiment, je me la pétais un peu le lundi auprès des camarades de classe en disant oui, hier soir j'ai veillé, et en plus j'ai pas veillé devant la télé, j'ai veillé au cinéma. Donc, ouais, du coup il est sorti visiblement fin 97. Et là où j'avais Titanic en tête et Le Masque de Zorro aussi, donc ça c'est des films qui sont sortis en 98. Donc voilà. Tu les as vus au cinéma, ceux-là? Le Masque de Zorro et Titanic, ouais. Ah ouais, ok. Est-ce que toi aussi t'as eu le droit à l'entracte à Titanic à l'époque ou pas? Et non, je sais que t'en as parlé. Ouais. Moi c'était pas Castionès. À l'époque j'étais à Cancon, donc je crois que c'était à Castionès, dans un petit village dans le Lot-et-Garonne. Ouais. Et je l'avais vu là-bas, et je l'avais vu avec un entracte. Non, moi je l'ai vu à Villeneuve-sur-Lot, donc qui est une ville qui commence à être une vraie ville, même si c'est dans le Tout le monde connaît grâce à Cahuzac, t'inquiète. Voilà, normalement. Mais ouais, non, j'ai aucun souvenir de l'entracte, donc je pense pas qu'il y avait d'entracte. Okay. Mais ouais, du coup j'avais vu ça, j'avais vu Le Masque de Zorro, pareil, j'ai eu La Momie qui m'est vue en tête, mais il est de 99. Bon voilà, le premier c'est Le Monde Perdu. Donc encore une fois, il y a sûrement d'autres que j'ai vus avant, mais j'étais trop petit pour m'en souvenir, donc le premier souvenir, je dirais que c'est ça. Ok. On va maintenant passer un petit peu à l'adolescence. Donc quand on devient adolescent, on commence à regarder d'autres genres parce qu'on peut se le permettre en fonction des âges, etc. Est-ce que tu as eu un peu cette adolescence rebelle à regarder des films d'horreur, ou est-ce que tu avais un autre genre que tu regardais Non, j'avais pas ce truc de l'horreur parce que j'étais une petite flippette, on peut le dire, donc j'avais peur, j'ai ce truc d'être assez anxieux. Et du coup, cette anxiété marchait aussi sur les films d'horreur. Du coup, je regardais pas de films d'horreur par peur d'avoir peur. Ouais. Donc, moi, ça me fait ça, mais aujourd'hui, à 37 ans en fait. Ouais, non, c'est vrai que j'ai regardé les films d'horreur relativement tard. Je crois que c'était à la vingtaine que j'ai commencé à voir des films d'horreur. Et quand je me suis rendu compte que finalement ça me traumatisait pas, du coup maintenant je prends plaisir à regarder des films d'horreur. Mais non, j'avais pas trop ce truc des films d'horreur à l'adolescence. Sachant que pareil, j'ai mon père qui m'a pas mal sorti au cinéma à l'adolescence, donc même quand je regardais des films, alors comme je disais, il y avait aussi le côté vidéo futur et tout, vidéo club, donc il y avait j'ai pas eu une adolescence où j'avais beaucoup d'amis, où je sortais avec eux et tout, donc j'avais quand même j'étais plus proche de ma famille que de mes amis. Pas parce que j'en avais pas beaucoup au final, mais du coup je sais que je sortais pas mal au cinéma avec mon père pour voir des films, mais c'était un peu c'était des films qu'il voulait voir lui, du coup il m'embarquait au cinéma pour ça, donc ça reste des films qui sont à peu près les films que regardait mon père, donc voilà, c'était des films d'action, science-fiction, fantastique, des choses comme ça. Voilà, j'ai pas forcément un truc de films de rebelles, d'adolescents rebelles que j'ai vus, ou alors je les ai vus sur le tard au final. Mais c'est vrai qu'étant adolescent, je me rappelle, il y avait notamment les premiers, enfin pas les premiers, mais les films de super-héros pré-MCU et DC Universe et tout. Ouais. Donc je me rappelle notamment avoir vu avec mon père au cinéma le fameux Daredevil avec Ben Affleck. Yes. Voilà, je l'aimais bien moi. Oui, quand j'étais petit. Après j'ai grandi, mais quand j'étais petit, je l'aimais bien. Je l'ai vu au cinéma, donc quand il est sorti, je me suis dit c'est bien. Et après, des années après, donc là pour le coup j'étais plus ado, fin ado, et il est passé à la télé et je l'ai revu, je me suis dit je comprends tout ce que les gens disent sur ce film. Non voilà, sinon après j'ai jamais osé regarder Elektra. Non, je l'ai pas vu non plus. Non, je crois qu'il faut pas. Regardez la série à la limite Daredevil sur Netflix, ça c'est bien.
Mais non, ouais, pareil, la prélogie aussi Star Wars, où je me rappelle avoir vu le premier, La Menace Fantôme, avec mon père aussi. Ok. Donc voilà, après oui, ça restait des trucs de bonheur, entre guillemets, comme aimait bien mon père. Donc voilà, des trucs d'action, science-fiction, des choses comme ça, quoi. Mais que vous alliez voir au cinéma quand même. Au cinéma, j'ai vu pas mal de films avec mon père au cinéma, et après c'est vrai que oui, ça restait Mais c'est bien, c'est bien. ouais, des films. On a fait pas mal de soirées aussi un peu famille avec. On allait louer le DVD au vidéoclub. Mais voilà, c'était soit des films plus familiaux. Donc voilà, c'était des comédies. Des comédies quand il y avait tout le monde autour de la télé, comme ma mère ou mon frère qui était un peu moins fan de ce genre de cinéma, un peu de trucs de bourrin que mon père aimait bien, comme les trucs d'action ou quoi. Mais voilà, du coup, c'était assez. Même là, c'était assez varié, quoi. Sauf les films d'horreur. Mais alors, bon, c'est vrai que tu viens de partager donc le fait que t'avais pas forcément des masses de potes en tant qu'ado ou quoi que ce soit. De toute façon, on est une grosse bande introvertie, donc ça va être à peu près pareil pour tous les autres chroniqueurs du podcast. Est-ce que vous connaissez un cinéphile extraverti? Je ne crois pas. Mais le truc, c'est que est-ce que tu as quand même eu le partage avec certains potes de certains films ou de certaines comédies? C'est souvent des comédies qu'on partage ou des citations que tu vas répéter, un peu comme dans Bref, le moment où il répète. Il dit pendant tout mon collège, j'ai fait que des répliques de La Cité de la Peur. Est-ce que tu as eu ce truc-là avec des potes? Bah, justement, j'avais oublié Bref, mais c'est vrai que La Cité de la Peur m'est venu en tête aussi. Mais c'est vrai que oui, ce côté réplique, bah forcément, enfin le côté réplique culte, j'ai l'impression que ça marche plus avec les comédies aussi. Donc oui, il y a ce truc aussi avec le côté télé qui fait que bah, j'ai les souvenirs d'arriver le matin à l'école en disant t'as vu hier soir il y a eu La Cité de la Peur qui est passée, et du coup tu passes la journée à faire des répliques de La Cité de la Peur. Donc ça je m'en souviens, surtout avec les comédies. Effectivement, c'est vrai qu'après sur les films un peu plus sérieux ou quoi, il y a moins ce côté réplique culte, ou alors quand t'es un peu cinéphile, quoi. Peut-être un peu plus quand t'es Guillaume. plus, ouais. Guillaume, lui, il a le truc de la réplique qu'elle est trop regard du temps. Je fais quoi? C'est quel film? Ouais. Mais non, après, ça c'est peut-être un truc qui vient peut-être plus tard, mais c'est vrai que, mais oui, ça va avec la cinéphilie. Mais c'est vrai que ouais, il y a La Cité de la Peur. Je pense aussi au film avec Eric et Ramsey. C'est vrai qu'il y a eu une période comme ça dans les années 90-2000. T'as raison, c'est vrai qu'on le faisait beaucoup. Mais ouais, il y avait Double Zéro, je me rappelle notamment, enfin la tour Montparnasse infernale. C'est surtout celui-là qui me marque carrément. Donc oui, il y avait tout ça, mais ouais, c'est vrai que ça me parle surtout pour les comédies. Ouais. En plus, c'est vraiment des trucs qui restent encore aujourd'hui, quoi. Je me le fais de mois à mois, mais quand je vois un truc joli, de dire waouh, c'est toute une beauté. Mais je me le fais encore, quoi. C'est fou, ce genre de choses. Puisque voilà, encore une fois, on se le fait de soi à soi parce qu'on n'a pas d'amis pour le faire avec. Parce que nos amis sont moches. Ok. À partir de là, donc on était plus sur de la consommation de films. Parce que c'est un peu comme ça, on n'était pas réellement cinéphile. C'est qu'il y a il y a toujours un moment de transition un petit peu, où on se dit, on réfléchit un petit peu plus à ce qu'on regarde en fait. On a un esprit critique, on remarque qu'il y a des choses qui nous plaisent vraiment en fait. C'est pas juste, je passe un bon moment, j'ai l'impression que c'est important en fait. Et est-ce que toi, il y a un film qui t'a fait cet effet-là, où tu as eu un recul, ou alors plusieurs films, ça peut être pas qu'un seul film, évidemment, ça se travaille la cinéphilie, mais des trucs où tu t'es dit, ah non mais ça y est, je crois que le cinéma, c'est un art en fait qui me plaît vraiment. Genre, ça passe à un niveau au-dessus. J'ai évidemment un film dont j'ai déjà parlé. On a même fait un 3 films où j'ai réussi à placer ce film. C'est American Gangster. Mais là, je pense que c'était peut-être plus inconscient que quand j'ai vu ce film. Ce film m'a marqué. Mais je pense que j'avais pas encore le recul de me dire c'est parce que la réalisation est bonne ou quoi. C'est vraiment, j'ai pris le film comme une claque, mais sans forcément d'analyse derrière, quoi. Donc j'ai celui-là qui me vient en tête, mais sinon c'est vrai que je sais que le premier film, dans mes souvenirs, que j'ai regardé pour ce côté culture cinéma et pour me dire là je regarde un film en tant que cinéphile plus qu'en tant que consommateur lambda, parce que j'ai envie de passer, j'ai envie de combler du temps, je vais regarder un film, c'est Le Parrain.
Le Parrain que j'ai vu parce que j'étais justement dans une démarche là de commencer un truc en me disant là j'ai envie de connaître des grands classiques. Et du coup, c'était une période où je passais beaucoup de temps sur Allociné à regarder les tops et tout. Donc je voyais, voilà, et c'est là que j'ai commencé à me constituer une petite liste de films un peu à avoir vu absolument dans une vie. Et dans mes souvenirs, un des premiers que j'ai regardé dans cette optique-là, vraiment de me dire là je regarde un film pour l'œuvre plus que juste passer du temps, c'est Le Parrain. Ouais. Que j'ai revu plusieurs fois depuis et que j'ai très apprécié. T'as pas été déçu du coup Alors si, la première fois si, parce que j'ai eu un peu ce truc de le regarder pour le regarder, voilà, même si c'était pour ma culture. Je connaissais pas forcément le travail du réal, tout. Donc je l'ai regardé. J'ai senti les 3 heures passer, j'ai trouvé ça un peu long, je me suis pas forcément beaucoup investi dans le film, mais c'était parce que peut-être que c'était pas le moment, parce que du coup c'est un film que j'adore maintenant, donc je l'ai revu il y a quelques années pour le confinement, et j'ai adoré, et j'ai réussi à le revoir au cinéma dans une rediffusion d'un cinéma pas très loin de chez moi qui l'a rediffusé aussi, donc j'ai pu voir ce que ça donnait sur grand écran, et je peux maintenant dire que c'est un grand film. Mais c'est vrai que la première fois que je l'ai vu, je n'ai pas senti le grand film. Mais voilà, il y avait cette volonté derrière de dire là je veux voir un film pour le côté, pour apprendre, quoi, pour vraiment voir ce qu'il y a derrière, plus que juste je m'ennuie, je regarde un film, quoi. C'est que Le Parrain, je l'ai découvert tard, je l'ai découvert il y a 2 ans je crois. Je l'avais jamais vu, et pareil j'ai eu l'occasion d'aller le voir au cinéma, et je suis d'accord que j'avais déjà moi du coup le background cinéphile derrière à me dire je sais ce que je vais voir, etc. Donc je l'ai apprécié dès la première vision, et je n'ai jamais regardé la suite. Vraiment qu'ils m'y mettent, souvent que le 2 est souvent considéré comme le meilleur. Il faudrait vraiment que je... Mais je pense qu'il va falloir que je me refasse. Je commence à pas mal l'oublier quand même. Mais ouais. On va aller un petit peu plus dans l'émotion maintenant, et on va aller aussi un peu plus dans les genres en général. Et on va commencer par quel film te touche le plus, ou en tout cas te fait pleurer quasiment systématiquement, ou alors au moins te touche, si tu ne pleures pas beaucoup devant les films. Alors non, je pleure pas beaucoup devant les films. J'ai souvent envie de pleurer devant les films, je pleure pas forcément. Dans les films là, forcément, qui me viennent, c'est des films qui sont dans mes films préférés, on va dire, dans mon top. Alors il y en a, c'est pas forcément le film que je regarde le plus souvent parce qu'il fait 3h15, donc c'est Titanic, qui a été longtemps dans mon top 3 je pense qu'il est encore dans mon top 3 de mes films préférés. Donc voilà, c'est un film qui me parle, c'est un film qui m'a marqué, c'est un film que j'ai découvert. Ça parle de quoi? Je le connais pas. Ouais, Le cul est drôle, ce présentateur. Tu m'as perdu. Attendez, je finis mon fou rire. Donc, oui, Titanic, oui, comme j'ai dit, c'est pas le genre de film que tu regardes quand tu as 5 minutes devant toi, parce qu'il faut que tu aies 3h15 devant toi, donc je le regarde pas souvent. Mais pareil, j'ai eu la chance de le revoir. Je crois que c'est pour les 25 ans, là, il y a eu quelques années, ça fait 2 ans, je crois, un truc, il y a eu une ressortie au cinéma en 3D pour les 25 ans, il me semble. Donc voilà, c'est un film qui me marque, qui me touche, qui me fait pas forcément pleurer, mais voilà, il y a tout ce mélange qui fait que pour moi c'est un grand film, donc du coup je prends ça émotionnellement de manière très forte. Et après il y a un film plus petit, moins culte que Titanic, c'est Yes Man, avec donc Jim Carrey. Et qui, celui-là, pour le coup, était beaucoup plus... qui m'a touché beaucoup plus personnellement, dans le sens où je l'ai vu dans une période de ma vie où le message du film m'a parlé. Voilà, j'étais pas bien à cette période-là, donc il y a eu voilà, la morale du film, le message derrière et tout, qui m'a parlé. Donc c'est vrai que la première fois que je l'ai vu au cinéma, ça m'a beaucoup touché. Et là maintenant c'est pareil, je suis pas forcément du genre à revoir les films très souvent de base, mais c'est vrai que là, même si je pleure pas devant, c'est vrai que c'est
c'est un film aussi qui me vient en tête quand on parle des films qui me touchent beaucoup, quoi. Et je trouve ça bien, et d'un côté ça permet de faire un petit message aussi pour les auditeurs. Il n'y a pas de honte sur quel film vous aimez ou pas, en fait. C'est vrai que Yes Man n'est pas considéré comme le meilleur Jim Carrey, c'est pas considéré comme la meilleure des comédies. Ça reste une petite comédie, ça reste aussi un petit film de Jim Carrey, même s'il avait fait quand même son succès à l'époque. Mais ça reste pas non plus le haut du panier de ce qu'on pense quand on pense à Jim Carrey. Et pourtant, ça peut être à un moment donné le film important pour quelqu'un, quoi. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas de honte. Tout à l'heure, j'ai croisé dans mon covoite quelqu'un je lui ai demandé c'est quoi ton film préféré. Elle m'a dit Alice au pays des merveilles de Burton. Je lui ai dit juste avant, je lui ai dit il n'y a pas de honte à avoir. Et elle m'a dit ça, je fais bon, ok, il peut y avoir un peu de honte quand même, tu vois, mais elle m'a fait mais pourquoi tu dis ça? Donc, je lui ai expliqué tous les défauts du film, mais après je lui ai dit il y a des trucs bien quand même. Voilà, c'est pas le pire film de Burton, c'est largement pas le meilleur. Et puis si on parle de film tout court, là on commence à tomber sombrer. mais voilà. Je pense notamment à notre ami Erwan, chroniqueur aussi de Cinésphère, qui a Chevalier comme film préféré. Donc voilà, c'est pareil. Mais parce que encore une fois, il a conscience je sais qu'on a déjà parlé, donc il m'a déjà dit qu'il avait conscience de certains défauts du film. Mais le fait est que ce film lui parle, ce film le touche. Tu l'as vu ? Je l'ai vu il y a très très longtemps. Moi j'ai vu il y a très longtemps, c'était mon ex qui me l'avait montré et je sais qu'il avait kiffé, quoi. Je me rappelle pas pourquoi je me rappelle pas des défauts du film en fait. J'en ai pas un mauvais souvenir, j'en ai très peu de souvenirs pour être honnête, mais je sais qu'il était passé justement à la télé, je crois que c'était à la période de Noël où on passait plein de films toute la journée, donc c'était cool pour ça. Pour se faire une petite culture ciné, c'était pas mal. Et il était passé, et je l'avais vu, mais non, je n'ai pas souvenir d'un film atroce. Donc il faudrait que je le revoie à l'occasion. Ok. Maintenant, quel film te fait, on va dire toujours autant rire, quoi. Pas forcément le plus rire, mais un que tu sais, c'est une valeur sûre. Celui-là, il te fait marrer, quoi. Il y a plusieurs films de Jim Carrey parce que c'est un acteur important pour moi. Je dirais plus sa période, pas la fin de sa carrière, mais c'est plus les années 2010, je dirais, plus que 2000 même. Donc c'est vrai que Monstre Puissant, Braqueur Amateur, Yes Man, je pense que si je veux une valeur sûre où je rigole devant... J'ai jamais vu Braqueur Amateur. Il est cool. Okay. D'après ce que j'ai compris, Guillaume ne te dira pas la même chose. Mais non, après c'est vrai que il y a peut-être ce côté moins objectif aussi quand je regarde du Jim Carrey. Mais c'est vrai que forcément Yes Man dans le tas, il me fait rire autant qu'il me touche pour des choses qui me sont très personnelles. Donc il y a du Jim Carrey, et sinon j'ai pensé aussi au Shrek. Pas le 4, je sais que j'aime bien le 3 malgré le fait que y ait des personnes qui soient moins fans. Et c'est vrai que j'ai conscience que les deux premiers sont, je pense... Le 3 c'est avec Merlin. Ouais, oui, il est marrant. Voilà, c'est vrai que je l'ai découvert il y a pas longtemps, je l'avais pas vu, et c'est vrai qu'il était pas mal. Ça vaut pas le 2 pour moi qui reste sublime, mais... En vrai, ouais, le 2 peut-être, j'allais dire le 1 et le 2 sont pour moi au même niveau, mais peut-être que le 2 l'humour. Ouais. Peut-être que c'est vrai que quand on parle de film qui fait le plus rire, je comprends que le 3 se fasse plus rire avec Merlin qui est complètement déglingué. Alors c'est pas le 2, je l'aime parce qu'il y a tout en fait. Ouais, c'est pour moi le film somme vraiment, il y a autant d'aventures que c'est drôle, que c'est prenant, que c'est trop énorme quoi. Ouais. Mais non, je pense que c'est pour l'anecdote, j'ai revu les deux premiers parce que avec un pote il y a quelques années on était sur Netflix, on était en train de errer en se demandant ce qu'on faisait de notre soirée. Il a commencé à mettre quelques extraits comme ça, je sais pas s'ils sont encore sur Netflix, bref. Et il a commencé à zapper un peu comme ça je sais plus si c'était le premier ou le deuxième, mais de regarder comme ça des scènes par-ci par-là. Et en fait, plus ça allait, plus on regardait des scènes. Et plus on regardait le film entier, et je lui ai dit, remets-le depuis le début, on se le refait. Et voilà, même si tu regardes toutes les scènes, et qu'après tu regardes le film, on a autant rigolé, alors que ça faisait 5 minutes qu'on avait vu tout le reste. Donc c'est vraiment une bonne valeur sûre, et un grand film. Maintenant, le film qui t'a le plus choqué,
Alors, pas forcément fait peur, ou que ce soit vraiment choqué. Le truc où tu t'es dit, waouh, là je suis en train de regarder un truc qui me met quand même assez mal à l'aise, ou quoi que ce soit, vraiment qui t'a fait un choc en fait, un vrai choc. Alors j'ai 2 films qui me viennent en tête. Un que je peux pas, je dirais peut-être celui que j'ai vu dans un second temps, parce que le premier qui m'est venu en tête c'est Requiem for a Dream, que j'ai vu la première fois sans voir la fin, parce que c'était une époque justement, on parlait tout à l'heure des films d'ados un peu rebelles, et ça c'était un film que j'avais loué avec mon frère à l'époque, lors d'une soirée où mes parents n'étaient pas là. Du coup on s'est dit on va se faire un petit film et voilà. et du coup il y avait ce côté, voilà, les parents sont pas là, on se lâche un peu, on regarde un truc un peu ça parle de la drogue, voilà. Et du coup on a loué Requiem for a Dream, sauf que les parents sont arrivés avant la fin. Enfin, mais c'était vraiment la fin, je crois qu'il restait un quart d'heure du film, ou 20 minutes, un truc comme ça. On va dire c'est la pire, dernière voilà. demi-heure où il se passe, voilà. Ça ne s'arrête jamais en fait, c'est l'enfer absolu. Déjà le film est une descente aux enfers, mais la dernière demi-heure c'est pire que tout. Et du coup, mes parents sont arrivés, donc ils ont vu l'image de la maman, la vieille, qui sombre absolument dans la folie. C'est en plus à la fin, ils sont carrément en train de le lobotomiser. Oui, c'est ça, avec les électrochocs et tout, donc il n'y a rien qui va. Et du coup, voilà, mes parents sont arrivés un peu plus tôt que prévu de la soirée. Et ils ont vu ça. Alors, mon frère, il était un peu plus âgé que moi, parce que c'est mon grand frère, du coup, ils l'ont vu. Il l'est plus? Si, toujours, ouais. Je ne l'ai pas encore rattrapé. J'essaye, hein, mais pour le moment, il est toujours plus âgé que moi. Moi, j'ai réussi avec mon grand frère. T'as toujours été endurant. Et du coup, ouais, ils ont laissé mon frère finir le film, mais moi, ils m'ont dit, non, mais tu arrêtes de regarder ce film et tu vas au lit, Benjamin. Donc j'ai eu, ça a été une grosse frustration dans ma vie de voir le 3/4 du film et de me dire qu'il me restait juste le dernier quart. Et je l'ai vu, je sais pas si c'est 1 an après, un truc comme ça. Même si pendant un moment il y avait ce côté un peu film interdit, parce que mes parents m'avaient interdit de voir la fin. Du coup je me disais, si je revois ce film j'aurais un peu l'impression de les trahir, et du coup pareil, j'avais fait un peu mon ado rebelle, et je m'étais motivé à aller sur des sites de streaming à l'époque illégaux, parce qu'il n'y avait pas encore Netflix et tout. Donc c'était des films justement avec des pubs pour rencontrer les femmes les plus fraîches de ta région juste à côté du film que tu regardais, tout ça. T'as téléchargé en peer-to-peer, toi? Avec Emule, oui, ce genre de choses aussi, avant. Oui. C'était avant tout, quoi. Ça. Ouais, c'était le début. Pareil, c'est une petite digression, mais il n'y avait pas que les films qu'on attendait sur Emule. Hein, c'était très connu. Les plus jeunes ne connaissent pas ça, mais je me rappelle notamment avoir voulu télécharger des épisodes de Dragon Ball Z, et je suis tombé sur un film avec un dragon et des boules, mais c'était pas Dragon Ball Z. Voilà. Donc du coup, bref. C'est le moment où il fallait surtout pas télécharger Triple X. Oui, voilà, tu disais, je risque, voilà, Vin Diesel. Ouais. Du coup, j'ai cherché Requiem for a Dream dans une qualité médiocre, parce que là, c'était pas forcément du HD qu'on a maintenant sur les plateformes. Et j'avais vu la fin de Requiem for a Dream un peu en cachette comme ça. Et je m'étais rendu compte que effectivement il me manquait peut-être un quart d'heure du film. Du coup, j'ai vu ça comme ça en ayant vu le 3/4 juste avant. Mais du coup, j'ai vu les dernières scènes où voilà, il y a tous les acteurs du film qui tombent dans un trou noir de néant, voilà. La mort serait une happy end à côté de la fin de ce film, mais ce n'est pas le cas. Et du coup, j'ai ça qui me vient en tête. Et le deuxième, plus rapide, c'est tout simplement The Serbian Film. Ah oui, que j'ai vu. Que j'ai jamais osé regarder. Alors que j'adore les films extrêmes, mais celui-là, j'ai jamais osé regarder encore. C'est un des rares films, comme je dis, qui m'a procuré des sensations physiques de mal, en fait. Du coup, c'était. Faudra que je le fasse quand même. Assez éprouvant. Propose-le dans un 3 films. Que je sois obligé, parce que tant que je suis pas obligé, je le fais pas. Oui, non, mais. J'ai eu envie de te dire, je te le conseille pas, mais si, parce qu'en fait, c'est un film qui m'a choqué, mais
que j'ai pas aimé en fait. Et c'est J'ai ça, on aimé en ce a film. parlé quand on a fait le 3 films sur la sexualité, Mm. et que tu disais pour toi qu'il y avait une gratuité dans Zone Humide que tu ne trouves pas dans Sabine Film, Ouais. alors que d'autres personnes pourraient trouver ce film ultra gratuit, Ouais, justement. Et ce que tu disais, parce que tu considères justement Sabine Film comme un bon film, Mm. à la différence de Zone Humide. Parce Oui, que c'est tu ça. très méchant envers Zone Humide, parce que c'est pas vrai. C'est un Ouais. très bon film, messieurs, dames. Et, On y reviendra peut-être. mais voilà. Ok. Est-ce que tu as une scène de film qui t'a énormément marqué? Pas forcément un film que tu as adoré, vraiment juste une scène précise qui t'a marqué. Alors quand j'ai lu tes questions, il y a une scène qui m'est venue, mais dans les films plus récents de ces dernières années, je sais que quand j'ai vu Joker au cinéma, la scène où il tue Murray du coup en direct, m'a bien surpris sur le coup. Donc oui, après c'est vrai que les scènes, j'ai tendance à voir les films pour ce qu'ils sont dans leur globalité. Et j'ai pas forcément des trucs, par exemple, je sais qu'il y a des gens, je crois que ça t'arrive de voir des fois juste sur YouTube, de revoir des scènes. Voilà. Surtout depuis les Reels, en fait. Depuis Ouais. qu'il y a beaucoup de gens qui partagent juste des scènes de Oui, films, oui, des trucs comme oui. ça. On en voit beaucoup sur les réseaux. Ouais. Bah, ça, c'est un truc que je fais. Oui, alors, quand je tombe dessus sur les réseaux, oui, je les regarde, mais c'est vrai que c'est pas un truc que je vais chercher. Je sais que pareil que notre ami Guillaume, qui a même fait une vidéo justement sur ses scènes préférées, je sais que c'est un truc qui lui arrive de voir des scènes juste sur YouTube ou quoi. C'est un truc que je fais pas forcément, donc c'est vrai qu'à part celle du Joker avec où il tue Murray D'un côté, c'est ce que je voulais savoir, parce que Ouais. moi-même, maintenant que tu le dis, il n'y a pas des masses de scènes de films qui m'ont marqué, mais celles qui m'ont marqué m'ont vraiment marqué, quoi. Oui, Parce c'est qu'elles me ça. restent en tête. Voilà. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a un film que tu détestes? Vraiment, tu trouves que c'est. Mais même plus que nul, en fait. Tu détestes, quoi. Vraiment, tu te dis, mais ça peut être pour d'autres raisons que juste le trouver nul. Hein. Ça peut être vraiment qui te fait du mal, ou tu détestes vraiment. Bah, c'est pas mal de films que toi tu aimes, hein, déjà. Bah, il y a Pierrot le Fou, il y a Zone Humide pour parler des films plus récents. Mais non, c'est vrai que pour parler des trucs plus anciens, je sais que je crois qu'un des premiers films où vraiment je me suis dit mais c'est nul, c'est tellement nul que j'ai vraiment pas même quand t'es plus petit où tu peux voir des films qui t'emballent pas forcément, mais des fois t'as toujours un peu de recul en mode bon c'était pas fou mais j'ai passé voilà, ça m'a occupé pendant 2 heures. Et je sais qu'un des premiers films comme ça où je me suis dit mais il n'y a rien qui va, et j'ai vraiment passé un mauvais moment devant ce film. Je le déteste. C'est le premier Hulk avec Eric Bana avant le MCU. Alors, je mets un coup de pas, mais moi je l'aimais bien quand j'étais petit. Alors justement, moi je sais pas si ça me ferait l'inverse parce que je l'ai vu qu'une fois. Non, il était très mauvais. Oui. Avec du recul, le peu de souvenirs que j'ai, c'était affreux. C'est ça, alors je serais vraiment curieux de le revoir parce que je l'ai vu qu'une fois. Hein. Pareil, c'était de la location. Donc je l'ai vu. Et pareil, encore une fois, c'était. T'étais déjà fan de comics à l'époque? Je lisais pas des comics, mais j'aimais bien les super-héros, surtout par rapport aux dessins animés. Là, ma plus grosse consommation, c'était séries et dessins animés. Séries, il y en a eu pas mal dans les années 90. Je pense à Lois et Clark avec Superman et tout, des trucs comme ça. Mais du coup, j'avais déjà une culture comics, sans forcément les lire. Donc même avec cet attrait pour les super-héros, sachant qu'en plus Hulk est un de mes super-héros préférés, donc je sais plus si à l'époque c'était déjà le cas, mais c'est pour dire quoi. Déjà, même avec toutes ces bonnes choses qui auraient pu faire que j'aurais pas été forcément objectif, même ça, même avec tout ça, j'ai vu le film et je me suis dit mais non, c'est pas possible. Voilà. Et non, après sinon. Oui, plus récemment, bon, j'ai parlé de Zone Humide parce que c'est un des derniers qu'on a vu, donc c'est plus pour la blague, mais c'est vrai que Pierrot le Fou est quand même un des rares films où j'ai aussi peu apprécié, et même sans parler de apprécier ou pas, c'était dur. Parce que de l'incompréhension de pourquoi. Ouais, c'est bête, mais
ce truc de toucher au portable quand on regarde un film, c'est quelque chose que je fais plus depuis des années parce que je fais en sorte de poser loin mon portable quand je regarde un film. Et là, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose pendant que je regarde ce film parce que sinon, je ne vais tout simplement pas le finir tellement c'était compliqué de le voir. Et du coup, j'ai fini à regarder le film en fond pendant que j'étais sur mon portable. Donc c'était assez compliqué. Ouais. Faudrait que je le revoie, ouais. J'aimerais bien revoir Pierrot le Fou parce que chers auditeurs, c'est une blague qui voilà, ça devient un running gag, mais moi j'ai adoré ce film, j'avais mis un 10 sur 10 à l'époque parce que j'ai trouvé incroyable, sublime, j'avais adoré le côté presque expérimental du début du film. Voilà, il y avait plein de choses que j'aimais dans ce film, je me disais, il tente tellement de choses et pendant tout le long j'étais pris par l'idée, par tout ce qui ressortait de ce film. J'aimais bien les phrases qui étaient dites aussi. Il y a tout un moment où il discuté avec elle, je ne sais même plus en fait. Mais bref, je sais que j'aime beaucoup. J'avais été vraiment marqué par ce film, il m'a vraiment beaucoup plu. Et oui, du coup, j'ai une scène qui me revient. Les scènes qui t'ont marqué ? Ouais, les scènes qui m'ont marqué. Et pour cause, puisque c'est une scène du film American History X qui pareil, je ne conseille pas de le voir à partir d'un certain âge, en dessous d'un certain âge. Et c'est forcément une scène très culte du film, mais c'est quand il éclate la tête du mec en lui disant de mordre le trottoir. Et voilà. Juste avant, lui donner un coup de pied. Alors que moi, j'ai trouvé la scène atroce, évidemment. Je ne vais pas dire oh, ça va. Non, ça va pas. Évidemment, la scène est atroce. Mais j'étais quand même plus touché dans le film. Le moment où il regrette tellement tout ce qu'il est en train de faire et son ancienne vie, où il se douche et qu'il regarde son tatouage de croix gammée et qu'il met la main dessus pour le cacher parce qu'il sait qu'il peut pas l'enlever. Ouais. Et cette scène-là, c'est celle qui m'a le plus marqué du film. Parce que je l'ai trouvé tellement touchante, cette truc du je peux pas enlever ça alors que j'ai plus envie d'être cette personne-là. Ça, oh là là, j'avais envie de pleurer. Mais c'est vrai que c'est une scène qui forcément m'a marqué parce qu'elle est marquante, elle est choquante. Et je pense c'est le but de la scène, donc ça marche. Mais c'est vrai qu'il y a aussi une scène où t'as mal aux dents, quoi. Enfin, toi-même, t'as la suite. Mais il y a un autre truc auquel je pense, et c'est pour le coup, c'est au tout début du film, quand tu vois les premières agressions de son gang de nazis. C'est quand il débarque dans un supermarché tenu par un asiatique, et il y a une caissière qui est métisse, et du coup, pareil, il commence à l'agresser aussi. Et je sais qu'il lui verse du lait, donc blanc forcément, sachant que les scènes, je sais plus si tout le film est tourné en noir et blanc ou s'il y a que les scènes flashback, je sais plus. Mais là, en tout cas, cette scène est en noir et blanc, et du coup, il lui verse du lait sur le visage en lui disant, voilà, maintenant tu as notre couleur en gros. Et c'est bête, mais presque cette scène-là me marque plus dans l'agression, même verbale, même dans ce qu'il lui dit, et alors qu'il lui verse juste du lait sur le visage, entre guillemets. Mais c'est tout ce qu'il y a derrière où je me rappelle que c'est une des scènes pareilles qui m'a marqué dans le film. Voilà, il y a cette scène-là et le trottoir. Mais c'est vrai que autant le trottoir, il y a le côté frontal du truc qui fait que t'as mal pour lui et que c'est très violent. Mais c'est vrai que il y avait aussi ce truc de juste humiliation plus que souffrance physique qui m'avait marqué aussi à l'âge où je l'avais vu en tout cas. Enfin, même si maintenant je la revoyais, je sais qu'elle marcherait toujours. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu chronologiquement, on va dire, quels ont été tes acteurs, actrices favorites de l'enfance à aujourd'hui? Et pareil avec les réalisateurs. Genre, par exemple, moi j'ai grandi avec Tim Burton, tu vois. Après, j'ai eu d'autres réalisateurs que j'ai préférés, etc. au fur et à mesure en oubliant un peu Tim Burton. Est-ce que tu as eu ce truc-là avec des acteurs, des actrices ou réalisateurs, réalisatrices? Alors, j'ai eu plutôt le côté. Je m'attachais plus aux acteurs qu'aux réalisateurs, parce que c'est vrai que j'ai eu ce truc de m'intéresser aux réalisateurs plus quand la cinéphilie est venue, dans un second temps. Mais c'est vrai que les acteurs, j'en ai parlé, mais c'est vrai que Jim Carrey a fait partie, a beaucoup compté dans ma cinéphilie, mais même avant ma cinéphilie, dans le sens où dans les films que je consommais, même étant petit et tout, il y avait beaucoup de Jim Carrey. Après, dans les trucs plus dramatiques, ou enfin qui font pas forcément que de la comédie, il y a Brad Pitt,
qui est un homme que, en plus de trouver très charismatique et séduisant, qui est un peu mon modèle physique et d'homme, quelque part. Merci. Ce qui est pénible en plus, c'est que même en le voyant vieillir, on voit qu'il ne perd rien de sa superbe, donc c'est encore plus énervant. Mais sinon, ouais, il y a Brad Pitt, Jim Carrey. Denzel Washington aussi a fait partie, pareil, des premiers acteurs où quand je le voyais, j'avais cette sensation de pas juste voir un acteur qui joue un personnage et qui est juste qui arrive à faire le taf entre guillemets pour parler, mais non, c'est vraiment le truc ce côté un peu, voilà, pour parler avec une expression que tout le monde connaît, mais c'est qui crève l'écran, quoi. Il est dans une scène, tu vois que lui et t'as des frissons. T'as des frissons quand tu le vois, quand il parle, et il y a un truc qui se dégage qui me parlait beaucoup. Ça, c'est pour les hommes. Pour les femmes, il y a Nathalie Portman, à qui je pense, qui pareil, en plus d'être une très belle femme et une très bonne actrice. C'est vrai qu'il y a pas mal de films d'elle que j'aime bien. Après, il y a le côté plus... Là, on parle plus du fantasme d'adolescent que j'étais, qui a découvert Vanessa Hudgens dans High School Musical, notamment, qui m'a bouleversé à l'époque, même si les films sont ce qu'ils sont. Voilà. Mais là, on parle plus de physique qu'autre chose, sachant qu'elle n'est pas forcément mauvaise actrice, Vanessa Hudgens, mais c'est pas, voilà, elle n'a pas une filmographie extraordinaire. Mais oui, c'est vrai que bon, j'ai plus d'hommes qui me viennent en tête que de femmes. Mais non, pour parler francophone un peu quand même, j'ai Virginie Fira qui me vient en tête en termes d'actrice, qui m'étonne de plus en plus, parce que c'est vrai qu'elle a commencé avec des trucs un peu... Elle a commencé avec la télé. Oui, elle a commencé déjà. Elle a présentatrice, on l'a tous connue en tant que présentatrice de la Starac. Déjà. Et on s'est jamais dit ça va être une putain d'actrice. Oui, en fait. C'est ça le truc, c'est que bon, déjà elle a pas commencé en tant qu'actrice, et quand elle a commencé en tant qu'actrice, elle faisait plus des trucs légers, comiques et tout. Comédie. Voilà. Et c'est vrai que quand tu la vois, mais c'est vrai que même dans 20 ans d'écart, que j'ai vu il y a pas si longtemps que ça, elle est géniale, le film est bien, et c'est vrai que elle est drôle quand il faut, et quand il faut qu'elle soit plus sérieuse. Elle fait le taf aussi. Alors, je trouve que Virginie Fira, sa plus grande force, c'est la cassure de rythme. Elle peut être hyper enjouée et de suite casser ça en étant choqué d'un truc qui vient de se passer, un truc comme ça. Je trouve que c'est le même genre de jeu que peut avoir, je sais que Guillaume n'aime pas cette actrice, mais Emma Stone. Je trouve qu'Emma Stone, elle a ce truc de faire des pics dans un truc et redescendre dans l'autre sens d'un seul coup. Tu fais waouh, vous êtes trop fortes, les gars. Enfin, les meufs. Mais oui, et je sais plus quel est le nom de cette série dans laquelle elle a commencé. Off-Prime, voilà. Avec Steve. Quand tu vois ça et quand tu vois les derniers films que j'ai vus d'elle, alors c'est pas forcément le plus récent. Oui, voilà. Benedetta et un film que j'ai vu pareil il y a quelques mois. C'est pas rien de dire j'ai joué dans un film de Paul Verhoeven. Je pense que tu as atteint la solution, quoi. Il y a ça, et en attendant Bojangles. Je l'ai toujours pas vu, je m'en remets de le voir. Mais j'ai juste lu le bouquin. Bon, elle joue un rôle qu'il faut savoir jouer, elle s'en sort très très bien, quoi. Donc c'était un petit hommage. Mais oui, surtout qu'elle est pas nette dans sa tête, donc c'est vrai que. Ok. Et donc pas avec les réalisateurs, t'as pas eu un truc ça m'étonne que t'as pas cité Jason Statham. Oui, c'est vrai. Oui, alors là c'est un petit plaisir coupable de... Oui. Alors, mais là c'est pareil, c'est peut-être pour ça que j'y ai pas pensé, parce que c'est pas un gars c'est pas genre l'acteur que tu trouves très bon. Voilà, c'est ça. C'est de la fiction pour lui. En termes de jeu d'acteur, il y a mieux. Mais quand je vois Jason Statham, je suis content. Voilà, un peu comme toi avec Jet Li. Et non, mais oui, après c'est vrai que je peux pas, j'ai pas vu tous ces films à Jason Statham, mais je pense que j'en ai vu quand même pas mal. On n'est pas loin d'avoir vu sa filmographie, et c'est vrai que voilà, même si à chaque fois c'est à peu près toujours la même chose, voilà, je suis content de voir Jason Statham, de voir sa tête, de voir ses gros bras, ses punchlines et tout. Donc oui, c'est vrai que. Et non, sinon pour les réals, c'est plus tard, mais tout c'est arrivé. C'est plus tard, ouais. Alors c'est vrai que les premières fois où j'ai pensé à des réals en me disant mais
est-ce qu'il y a vraiment des réals que j'affectionne plus que d'autres? Bah, il y avait ce truc de partir des films que je préfère, comme par exemple me dire Titanic est un de mes films préférés, est-ce que James Cameron, ça veut dire que c'est un de mes réals préférés? Voilà, c'est les questions que je me posais à l'époque. Maintenant, je sais que ce n'est pas le cas. Et pareil pour Ridley Scott. Ridley Scott, je sais qu'il y a eu une époque comme ça dans les années 2000 où il a fait quand même pas mal de films qui étaient plutôt sympas. Et du coup, pareil, il y avait des films où je me disais, ah, tiens, ça c'est bien, c'est Ridley Scott, ça c'est bien, c'est Ridley Scott. Et American Gangster, notamment, est réalisé par Ridley Scott. Donc là, il y avait un peu ce côté-là aussi. Un de mes films préférés, il a réalisé ça, donc c'est peut-être que c'est un de mes réels préférés. Mais là, c'est pareil, Ridley Scott a fait beaucoup de films, et dans tous les films qu'il a fait, il y en a beaucoup qui ne me parlent pas. Donc, mais là, maintenant, récemment, bah, il y a John Carpenter, que j'aime beaucoup, que j'ai découvert plus tard ces dernières années, mais que pour le coup, pareil, c'est... Alors que justement, tu n'adores pas tous ces films. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Tu vois la différence. différence. Ce que j'allais dire, c'est que j'ai conscience que c'est pas tous des chefs-d'œuvre, mais un peu comme Jason Statham quand je le vois à l'écran, c'est un peu comme quand je vois un film de John Carpenter. En général, je passe un bon moment, plus ou moins, mais bon, c'est vrai qu'en général, je suis toujours content de voir un de ces films. Et Sauf Halloween. Sauf Halloween, ouais. Je sais que je n'arrive pas. Peut-être qu'à force de le regarder, je vais l'apprécier. Mais... non, sinon, il y a Denis Villeneuve aussi. Je sais qu'on en avait déjà parlé. Sergio Leone aussi. Sergio Leone, ouais. Sergio Leone, dans le sens où il n'a pas une filmographie énorme, dans le sens où il a fait... Bon, déjà, tu as eu la curiosité de tous les regarder. Oui, bah justement. Tu as eu ce truc-là, au point de regarder même ces péplums, ce que personne oui, n'a fait. Bah en fait, c'est ce que je disais, c'est que j'ai commencé par regarder le premier de la trilogie du dollar, donc pour une poignée de dollars, en me disant, tiens, j'ai envie de me mettre à des westerns, je vais commencer par celui-là, parce que j'avais vu que c'était une trilogie, tout ça. Donc j'avais commencé ça sans grande conviction, parce que j'étais pas sûr d'apprécier le délire, et puis si, je suis tombé dedans, et je n'en suis jamais sorti, et du coup j'ai vu la première trilogie du dollar, donc. Et après je me suis dit, bah, j'ai une autre trilogie à faire, donc il y avait un peu ce côté comme ça, où j'ai regardé sa filmographie par petits blocs. Donc il y avait le bloc trilogie du dollar, et l'autre bloc il était une fois il était une fois. Ouais. Et c'est après avoir vu ces deux trilogies qui sont donc composées de 6 films, sachant qu'il en a fait 8, je me suis dit bon, c'est bête de s'arrêter là, donc j'ai vu effectivement ces deux premiers qui sont des péplums et qui sont pas ses meilleurs, mais bon, je suis content d'avoir vu sa filmographie complète. Et après, il y a Denis Villeneuve aussi qui me vient en tête. Et un autre que tu as cité récemment, parce que tu t'en rends compte, tu m'as dit, je me suis rendu compte qu'en fait ce réalisateur me marque à chaque fois, c'était Robert Eggers aussi. Oui, c'est vrai. Mais là c'est pareil dans le côté... c'est vrai qu'il ne me vient pas encore en tête de suite parce qu'il a fait peu de films et c'est récent. Mais oui, c'est et vrai. tu t'es même rendu compte récemment qu'en fait t'aimais tous ces films. Enfin, je t'ai dit, en fait c'est très bien. À part The Lighthouse. Mais tu ne nies pas les qualités du film aussi, et la photographie et ces trucs-là. C'est juste quelque chose qui ne te parle pas, et donc c'est pareil, c'est celui que j'aime le moins aussi, sa filmographie. Mais c'est vrai qu'il y a plein de choses où je me dis, il y a un truc, c'est pas ouf, mais il y a un truc. Mais en effet, ces autres films sont assez incroyables, et en fait, tu accroches à l'esthétique et au rythme et à l'ambiance. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que même moi qui n'ai pas à fond accroché sur Nosferatu, t'avais vraiment beaucoup aimé, quoi. Ouais, c'est ça, c'est le genre de réal où on parle de... On dit vraiment qu'il a une patte, et c'est vrai que je ressens cette patte à chaque fois, et je me rends compte que j'aime cet univers-là, quoi. Puis ça fait du bien aussi de grandir avec un réalisateur. Là, c'est un mec, on le suit depuis ses débuts, parce que c'est un mec qui commence là, quoi. Et ça, je trouve que ça fait du bien, t'as l'impression de vivre un peu ce qu'ont vécu nos parents, ou quoi que ce soit, là où souvent, les chefs-d'œuvre, on les redécouvre, mais ça fait... T'as jamais vécu ce moment-là, quoi. Pareil avec... alors, c'est pas un de mes réels préférés, mais je rejoins juste sur le côté... on grandit avec lui, c'est Ari Aster aussi. Qui pareil, a pour le moment une filmographie... Donc quand on enregistre ce podcast, il y a Eddington qui sort au cinéma d'ailleurs, il faudrait qu'on le voit. Je sais pas ce que ça vaut, il paraît que c'est un peu plus dans Boys of Fred, mais encore différent, quoi. Enfin, voilà, c'est... Déjà Boys of Fred c'était différent. C'est particulier, il a décidé de s'affranchir des films d'horreur, lui, et de dire allez. Mais il paraît qu'à la base, Eddington, c'est le tout premier film qu'il avait écrit. Enfin, j'ai vu en regardant la vidéo d'écran large, mais voilà. C'est le premier film qu'il avait écrit avant Hérédité.
Ok. Ça, il ne pouvait pas le faire pour X raisons, et donc Ouais. il a commencé par Hérédité. Après, il a voulu revenir chez Ellington, finalement, il a fait Midsommar. Ouais. Et pareil pour Boy is Afraid, c'était aussi un des premiers trucs qu'il voulait Mm. faire avant Midsommar, au moins, ou je sais pas quoi. Ouais. Enfin, en gros, il avait déjà, avant de faire des films d'horreur, Mm. il avait déjà des délires bien barrés, quoi. Oui, Enfin, oui, c'était oui. ça son but premier, quoi. Ouais. Voilà. Et justement, là, j'ai laissé sous-entendre mon truc en disant c'est quelque chose qu'on a qu'on n'a pas découvert au cinéma. Il y a des grands classiques qu'on redécouvre ou quoi que ce soit. Est-ce qu'il y a justement des films que tu aurais aimé découvrir au cinéma, que tu te dis j'aurais aimé le vivre en même temps que les autres? Ouais. Bah déjà, je vais commencer en ne répondant pas directement à la question, mais en disant que je suis très, très reconnaissant envers la vie de m'avoir permis de voir Titanic quand il est sorti au cinéma et de me dire que j'ai vu ce film quand il est sorti avec tout le voilà, de faire partie de ces gens qui ont découvert ce film au moment où il est sorti. Donc ça, j'en suis vraiment, je crois que c'est un des films que je suis le plus content d'avoir vu au cinéma, dans le sens où c'est tellement, c'est voilà un film, un grand film que j'ai vu en même temps que tout le monde quand il est sorti. Et c'est vrai que c'est un peu comme ça que j'ai réfléchi à la question aussi, de me dire est-ce qu'il y a d'autres films comme ça qui maintenant sont des grands films, et de me dire à l'époque ça devait être fou. Et j'ai Jurassic Park qui m'est venu pour le côté visuel, le côté révolution un peu technologique et tout. Donc c'est vrai que je me dis de voir pour la première fois comme ça ces gros dinos sur grand écran avec la technologie qui va avec, la révolution qui va avec et tout. Je me dis que ça devait être vraiment quelque chose. Alors j'ai vu le 2, mais je l'ai pas vu. Hein. C'est vrai que le 1 je l'ai vu, pareil, je l'ai vu quelques années après à la télé, mais pareil j'étais petit donc ça passait à la télé et je faisais autre chose à côté. Donc au final je l'ai revu vraiment de A à Z il n'y a pas si longtemps que ça en l'appréciant à sa juste valeur. Et sinon il y a le premier Terminator aussi que j'ai vu plusieurs fois sur ma télé, mais je me dis, pareil, l'autre jour j'ai réécouté un podcast qui en parlait aussi, et je me disais, ouais, voir Terminator quand ça sort dans les années 80, avec tout le truc que ça va être, c'est quand même assez fou, quoi. Ça devait être grandiose. Est-ce que tu peux me raconter un peu tes meilleures ou tes pires expériences de cinéma, en salle de cinéma? Meilleur, alors maintenant, j'aurais peut-être le truc de vieux con de dire que mes meilleures séances de maintenant, c'est quand je suis tout seul dans la salle. Mais c'est vrai que justement, à l'inverse, dans mes souvenirs, c'est vrai que le côté, les séances, les bons souvenirs de séances que j'ai de films plus anciens, c'est justement l'époque où il y avait un peu moins de films qui sortaient au cinéma, donc il y avait moins de salles, donc les salles étaient plus vite rempli. Et c'est vrai que je sais que la dernière fois que j'ai vu une salle vraiment pleine, notamment dans mon cinéma de Villeneuve-sur-Lot, donc dans le Lot-et-Garonne, dans une ville à échelle humaine, hein, et c'est Endgame qui est, je crois pas avoir vu une salle aussi pleine après Endgame, et c'est vrai que c'est beau, même si je disais tout à l'heure que maintenant quand je suis tout seul dans une salle je suis content, mais c'est vrai qu'il y a aussi ce truc quand la salle est vraiment pleine, et quand tu as ce truc de... Moi je sais ce que je préfère, ouais. Plus que tout seul, j'aime énormément cette expérience. Mais c'est ça, salle à plusieurs. Et j'ai un peu ce truc des deux extrêmes, un peu dans le sens où... Et là je parle vraiment du moment où tu arrives dans la salle et tu cherches une place et tu mets du temps à trouver une place tellement il y a de monde, quoi. Et ça, c'est ce que ça avait été une galère un peu pour Endgame, pour trouver, on était plusieurs en plus, donc il y a vraiment ce truc où tu retrouves, si tu arrives un peu tard, tu te retrouves aux 3 premiers rangs de l'écran. Je me rappelle que c'était avec Harry Potter, le 2. Harry Potter 2, on cherchait donc, on avait voulu aller le voir au cinéma, on était allé à Castionnès, on ne le trouvait pas, ma mère elle m'a dit, écoute, on va aller à Libos, enfin, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est loin. On était allé à 30 km pour essayer d'aller voir ce film. On est arrivé là-bas, plus une place. Parce qu'on voulait tous le voir au même moment à la sortie. Parce que c'était l'événement, quoi. Alors déjà le 1, c'était incroyable. Mais le 2, il y a tous ceux qui ont vu le 1 qui n'avaient jamais découvert le film, enfin les livres, et qui allaient vraiment, parce qu'ils avaient adoré le 1, qui vont voir le 2. Donc le 2, c'était encore plus un événement.
Et c'était ultra complexe de trouver des places parce qu'en fait, on pouvait pas rentrer dans les cinémas, quoi. J'ai jamais revécu ça de ma vie. Ouais. Bah ouais, il y a ça. Pareil, dans les grosses séances comme ça où il y avait beaucoup de monde, pareil, les moments où j'ai vraiment fait la queue pour un film, c'est vrai que ça arrive moins du coup maintenant. En plus avec les plateformes et tout, il y a des films qui sortent carrément plus au cinéma. Donc, et c'est vrai que pour le troisième film donc de la prélogie Star Wars, donc la revanche des Sith, je sais que pareil, j'étais allé avec deux copains mercredi après-midi, donc le jour de la sortie, donc là c'était pareil, il y avait la queue devant le ciné et la salle aussi était pleine, quoi. C'est celui que j'ai vu au cinéma, dans Star Wars, le 3. Ouais, moi j'avais vu, je crois que j'avais vu les 3 pour la prélogie. Okay. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a ce côté, vraiment où la salle est pleine et du coup tu sens que là où il y a des salles des fois à moitié pleines où il y a un peu de monde mais pas trop, et tu sens que tu peux être vite dérangé par les gens qui parlent ou quoi, et tu peux vite être agacé. C'est vrai que quand la salle est vraiment pleine, il y a vraiment il y a une autre aura, parce qu'en général les gens sont... Je sais pas si je peux dire que les gens sont plus respectueux quand la salle est pleine qu'à moitié, mais c'est vrai qu'il y a presque il y a une union qui se fait, quoi. Et c'est ça qui est beau. Est-ce que tu entends les gens réagir et tout ici, un petit peu? Ouais, bah, je sais pas si il y a peut-être une proximité qui se fait quand la salle est pleine, donc forcément des gens qui sont plus près de toi et tout. Je sais pas si j'ai vu une comédie avec une salle pleine, j'avais fait une fois, je sais plus quel film, c'est vrai que c'est génial. D'entendre tout le monde rire à l'unisson à une vanne, c'est incroyable. Bah, en vrai, je crois que... Alors, ça c'est pas je crois, c'est sûr, j'avais vu le premier Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Ah ouais. Et bon, on a beau dire ce qu'on veut maintenant, mais c'est vrai qu'à l'époque, il avait eu quand même beaucoup de succès. Et du coup, ça se voyait aussi dans les salles. Et je crois que... Alors, elle était peut-être pas pleine la salle, mais ouais, je sais que la salle était quand même... Moi, je l'avais vue avec un pote, et elle était quand même bien remplie. Et oui, je me souviens quand même que ça rigolait beaucoup régulièrement, quoi. Donc ça, c'est cool. Après, dans les pires, je pense qu'une des premières qui me vient en tête quand on parle de mes pires souvenirs de séance cinéma, c'est une séance où c'était pour le live action de Ghost in the Shell avec Scarlett Johansson. Et là, pareil, il y avait quelques personnes dans la salle, mais elle était loin d'être pleine. Et derrière, j'avais presque toute la rangée qui était tenue par des jeunes qui visiblement étaient venus pour aller au cinéma sans comprendre trop pourquoi ils allaient au cinéma, parce qu'ils ils donnaient l'impression de ne pas être intéressés par le film, donc ça rigolait, ça chahutait, ça gueulait, ça appelait au téléphone aussi, ils étaient carrément au téléphone, on se dirait t'es en bas, moi je suis dans le film, je suis dans le cinéma, voilà. Ce genre de choses, donc pendant un bon moment du film, quoi. Donc là c'est pareil, ils étaient pas mal nombreux en plus, donc bon, t'as beau essayer d'être gentil et de leur dire s'il vous plaît faites un peu moins de bruit, bon, ça ne sert strictement à rien. Pour au final qu'ils partent avant la fin, un peu après la moitié du film, quelque chose comme ça. Et là où j'ai pu me dire c'est bien, partez, même si il m'avait déjà gâché le visionnage, la première partie du film, quoi. Donc je vais essayer de rentrer dans le film à la deuxième moitié. Maintenant je suis tranquille, c'est bien. Et bien même quand ils sont partis, ils continuaient à gâcher ma vie, puisqu'ils avaient oublié un portable en partant. Donc portable qui sonnait, alors je crois qu'il n'était pas sur sonnerie, mais il était sur vibreur, donc il vibrait, mais j'étais juste devant, donc je l'entendais beaucoup. Donc j'ai dû me lever carrément pour aller essayer de récupérer ce portable pour le donner après à la sortie ou quelque chose comme ça, mais pour déjà ne serait-ce que raccrocher pour pas que ça sonne comme ça éternellement. Et pour au final que un des jeunes, quand je dis un des jeunes, j'ai l'impression d'avoir 90 ans, un des enfants, un des ados qui revient donc dans la salle. Et là, quand il se redirige vers moi, je sens qu'il va chercher son portable derrière, donc je lui tends. Et là, cette phrase magnifique où il me demande « C'est toi qui t'as essayé de me le voler, c'est ça ?» Il me dit. Donc moi, je lui dis non. Et il n'a pas insisté, il a fait demi-tour et il est parti. Donc, et là, pour le coup, c'était vraiment la fin de mon calvaire. Mais au final, le film a fini très peu. C'était bien. Non, en fait, c'est ça le truc, c'est que c'est vraiment ce genre de séance où le contexte de la séance fait que tu as beau avoir un chef-d'œuvre devant tes yeux, tu ne l'apprécies pas, quoi. C'est ça qui est horrible.
Donc j'avais l'impression de voir un peu le film comme ça, entre deux énervements et entre deux envies de tuer des gens. Je me disais, ça a l'air pas mal, mais je suis sorti du film en disant, j'ai pas aimé le film parce que j'ai pas aimé ma séance, quoi. Bon, il se trouve que je l'ai revu il y a pas longtemps, Ghost in the Shell, avec Scarlett Johansson. Bon, il se trouve qu'il était peut-être mieux dans mes souvenirs dans la séance, oui. La séance était pas top, mais visiblement le film non plus. Mais voilà, le fait est que c'est vraiment pour moi le pire, quoi. C'est quand le contexte arrive à te dégoûter du film alors que potentiellement tu pourrais apprécier le film. Et c'est vrai que dans les dernières aussi plus récentes, je sais plus le nom du film avec, tu l'as vu toi, le jouet en forme de singe avec les cymbales qui tue des gens, The Monkey, hein. Pareil avec quelques gosses qui étaient pas loin derrière moi et qui visiblement essayaient de battre un record du popcorn le plus bruyant du cinéma. Donc c'était vraiment le but était de manger du popcorn en étant le plus bruyant. Et ils réussissaient bien, hein. Donc voilà, j'avais qu'une envie, c'est pareil, c'est qu'ils finissent leur popcorn et qu'ils s'étouffent avec, mais donc là pareil, le film était sympathique, mais bon là ça allait, je crois qu'ils se sont calmés plus vite que les autres, mais bon, ça reste assez compliqué. Quelle adaptation adorerais-tu voir à l'écran ? Alors il y a quelques années, j'ai découvert, parce que j'ai voulu agrandir ma collection de comics et je voulais partir forcément je voulais pas lire que des comics de super-héros. Donc voilà, un comics c'est en plus d'être des BD sur des super-héros, c'est tout simplement la traduction de BD mais aux États-Unis et en anglais. Donc voilà, il y a des romans graphiques qui viennent des États-Unis, tout ça. Donc là, c'est une BD que j'ai lue qui s'appelle Punk Rock Jesus. Je me doutais que tu allais parler de ça, je me suis demandé est-ce que ça pourrait être cinématographique du coup. En vrai, j'ai passé vraiment toute la BD pendant que je lisais. J'avais dans ma tête des images de ciné et je me dis, ce serait tellement bien. Et ça me fait peur de penser ça parce que je me dis, la BD est tellement géniale que j'aurais peur du coup. Mais voilà, ce serait le truc où c'est un des... Dans les derniers trucs que j'ai lus, où c'est vrai qu'il y avait... Je joue moins aux jeux vidéo maintenant. C'est vrai qu'il y a une époque où je jouais beaucoup. Et une de mes licences jeux vidéo préférées est GTA. Oh. Mais GTA s'inspirant déjà beaucoup du cinéma. Bon, c'est vrai que faire un film GTA... Sachant que déjà, à chaque GTA, il y a un peu des films qui sont un peu repris. Donc c'est vrai que ce ne serait pas forcément très utile. Mais ouais, Punk Rock Jesus, qui est donc l'histoire, grosso modo, dans un futur proche, on arrive à récupérer quelques cellules en fait, de l'ADN de Jésus. Je crois qu'on le récupère sur le sensuaire, je crois, et on arrive à récupérer assez d'ADN en gros pour créer un clone de Jésus, et du coup on décide de faire naître ce clone et de le filmer et d'en faire une espèce de Truman Show, grosso modo, c'est un peu ça, avec beaucoup moins de blagues et beaucoup moins de Jim Carrey, donc beaucoup plus sombre. Et sauf que voilà, Punk Rock Jesus, c'est parce qu'à la fin, petit à petit, Jésus devient une espèce d'anarchiste qui monte un groupe de punk et qui se retrouve avec une crête sur la tête et tout en mettant derrière ça avec tous les idéaux qu'il a derrière lui parce que c'est Jésus et que il est un peu Jésus mais il a rien demandé à personne lui à la base, donc il y a tout un truc avec les pros catholiques et tout des États-Unis qui sont particulièrement extrémistes, et donc là c'est vrai qu'il y a tout ce contexte là qui est très très intéressant, puis il y a beaucoup d'action, enfin c'est très 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 bien, c'est bien dessiné, c'est bien scénarisé, tout ça, donc c'est un comics que j'adore, et voilà, c'est vrai que je me dis en film ça pourrait, si c'est bien fait, ça pourrait être vraiment génial, quoi, je pense. Ok. Ouais. Tu le verrais plus en film d'animation peut-être, ou en film je pense que ça pourrait faire un bon film science-fiction en live action. Ouais. Ouais. Ça pourrait être très bien en animation.
Mais c'est vrai que je pense qu'il pourrait. Enfin, c'est pas aussi futuriste que du Blade Runner ou des trucs comme ça. C'est pas forcément du cyberpunk ou quoi. C'est un peu l'intérêt aussi, c'est que c'est un futur proche. Donc Oui, c'est bien vrai sûr. que il y a quelques trucs qui font penser à du futur, mais ça peut être presque comment on dit ouais, un film d'anticipation plus qu'un film de science-fiction, quoi. Ok, d'accord. Donc là, c'est pas intéressant. Qu'est-ce que le cinéma représente pour toi, maintenant qu'on a parlé de tout ça? C'est quoi aujourd'hui que tu aimes dedans et qui est le plus important dans un film pour toi? Aujourd'hui, avec le recul, avec toute ta cinéphilie Bah, ce qui est le plus important pour moi, enfin, ce que ça représente, c'est l'évasion, je dirais, le fait que voilà, je suis quelqu'un d'assez anxieux, d'assez stressé, tout ça, donc j'ai besoin de divertir mon cerveau, de faire diversion pour qu'il pense à autre chose, et c'est vrai que bah, maintenant c'est à ça que servent un peu les films, et c'est le côté évasion, le côté pendant, voilà, de me dire je me pose devant ce film et pendant 2 heures je suis dans la peau de quelqu'un d'autre, je suis dans un univers différent, je suis dans ma bulle, quoi, et c'est vrai que là où un film a tout gagné pour moi, c'est le côté quand tu ressens la durée d'un film, par exemple, qui fait, admettons, plus de 2 heures, et que c'est vrai que ce moment où le film se finit et que tu as l'impression que ça a duré 10 minutes, il y a presque cette notion de rêve quand tu rêves et que tu passes presque des jours dans ton rêve et tu te réveilles et il s'est passé quelques minutes, quoi. Et là, c'est un peu pareil, il y a vraiment des films qui me font ça, où le film se finit et j'ai l'impression que j'ai cligné des yeux presque. Tellement je ne suis pas sorti du film une seule seconde et que j'ai observé le film et je n'ai pas, voilà, j'ai pas observé quoi que ce soit autour, quoi, vraiment l'écran m'a happé parce que le film est bien dosé. C'est ce que c'est pour moi ce qui est important aussi dans un film maintenant, plus que de dire il y a forcément c'est le scénario le plus important, la réalisation ou quoi. C'est avant tout un dosage, ouais, de plein de bonnes choses. Enfin, c'est ce que quand je critique un film maintenant, c'est de ça que je parle. C'est pas de dire cet acteur est génial, mais à côté de ça, un scénario peut être très bon, mais si c'est mal joué ou mal réalisé, bah, tu te dis ouais, c'est dommage parce que tu restes avec un arrière-goût un peu amer. Mais voilà, je préfère un film avec plein de bonnes choses qui est égal sur à peu près tout ce qu'il propose, mais qui reste cohérent sans forcément être en chef-d'œuvre, plutôt que des films, par exemple, le concept où tu lis le scénario, tu te dis putain, ça va être génial. Et au final, oui, tu te dis le scénario est génial, mais la manière dont c'est fait fait que le film n'est pas top. Donc c'est vraiment ouais, juste c'est un peu de la science, quoi, une bonne recette qu'il faut bien doser, quoi. Et enfin, on va terminer par la dernière question, qui est plus, on va dire, un petit jeu. Est-ce que tu peux créer en gros ton film parfait? Bon, bien sûr, ça ne va pas forcément dire voilà, que c'est un film qui devrait exister, mais voilà, qu'est-ce que ce serait pour toi les ingrédients qui seraient trop top à mettre ensemble, même si c'est mieux dans le fantasme? Ouais, bah pour revenir sur les réals, c'est vrai que là, pour le coup, maintenant, actuellement, c'est John Carpenter qui me vient en tête, surtout là, quand on parle d'un film un peu qui pourrait être un peu mon fantasme. C'est le réal qui me vient en tête parce que c'est justement celui qui a le plus sa patte. Donc réalisé par John Carpenter. Avec des musiques aussi, composées par John Carpenter. Oui, avec des musiques, bien sûr, ouais, parce que c'est important. Oui. C'est... Et en termes d'acteurs, je pense forcément à Jim Carrey. Donc c'est vrai que déjà rien que ça. Oui. Jim Carrey dans un John Carpenter, je veux voir ça. C'est ça. On avait vu Jim Carrey dans un Inspecteur Harry. Pourquoi pas dans un Carpenter? Oui, voilà. Mais c'est ça, parce que c'est vrai que bon, j'avais vu le nombre 23, ouais, c'est ça. Ouais. Je l'avais vu quand, pareil, je l'avais vu en DVD, mais c'est vrai que j'ai plus de souvenirs, donc je sais même plus si c'est bien ou pas concrètement.
Mais c'est vrai que on sait que Le grid est pas mal. ouais. C'est pas exceptionnel, c'est Ouais, pas genre le retour dans le cerveau en disant oh mon dieu, mais c'est incroyable ce nombre 23. Oui, c'est pas vrai. Oui, c'est le souvenir que j'en avais à peu près. Mais du coup, on sait, nombre 23 ou pas, on sait qu'il est très bon acteur et qu'il peut faire des très bonnes choses sans forcément faire des blagues. Donc c'est vrai que voilà, mais là c'est vraiment, on n'est pas sur une question objective, donc forcément, on parle d'acteur, je pense forcément à Jim Carrey. Donc oui, Jim Carrey dans un film de John Carpenter, pourquoi pas. En termes de filles, j'avais pour rajeunir un peu, parce que là on est quand même sur un film de vieux. Mais non, j'avais Jenna Ortega qui m'est venue en tête, parce que je me suis dit, c'est un truc où je la verrais bien jouer dans du John Carpenter. Je sais qu'elle est. Là, voilà, forcément. Elle aime bien le cinéma de genre. Ouais, c'est ça, elle a joué dans Tim Burton, mais c'est vrai que. Elle a commencé dans X de Oui, Ty West. oui, Ty West. Oui. Donc elle aime ce qu'elle aime le cinéma de genre de base. Elle a fait Scream, voilà, ça reste. Je me dis, il y a un délire à faire avec elle dans un film de John Carpenter. Et ouais, au niveau du genre, je partirais sur peut-être un truc genre thriller fantastique un peu. Je pense à Christine, mais ouais, un truc un peu sombre, mais avec une petite touche de fantastique, parce que c'est Carpenter et qui gère bien ça, même s'il n'a pas fait que ça. Hein. Mais c'est vrai que. Et puis même, c'est vrai que Jim Carrey, il n'a pas fait. Là, c'est vrai que ces dernières années, il a fait du Sonic, donc ça reste de la science-fiction en soi. Donc il y a ça et ouais, donc un truc un peu peut-être un peu un thriller un peu futuriste avec un peu de fantastique peut-être. C'est presque cohérent pour de vrai. Ouais, je m'attendais à un truc un peu barge où je me suis dit qu'est-ce que ça va être ce film si on le mixait vraiment, mais pour de vrai, je suis presque curieux quand même de me dire. Non mais contacte Carpenter qui meurt et vu que ça fait déjà 20 ans qu'il a plus fait de film mais justement maintenant il fait de la musique donc faudrait lui dire qu'il compose la musique de son prochain film et après qu'il réalise son film. Bon mais merci beaucoup Benjamin pour cette interview qui a duré 1000 ans. Mais je n'ai pas vu le temps passer parce que c'était très sympa. Non, franchement c'était cool et me tarde de faire ça avec tout le reste du crew de Cinésphère et peut-être, qui sait, avec d'autres personnes en suivant. Ouais, c'est vraiment top. Exactement. Bon, merci beaucoup Benjamin. Merci à toi, à bientôt. Bisous. Hop. Et on n'oublie pas les cinéphiles, si ce podcast vous a plu, vous pouvez en parler autour de vous et le partager. Et pour nous soutenir, vous pouvez laisser 5 étoiles, un avis et vous abonner. Allez, la bisette.